Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. On vous propose d'attendre encore une minute, le temps de laisser tout le monde arriver, entrer dans la salle virtuelle, mais quand même. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, je vous propose de se lancer. Il est 14h04. Je pense que la plupart de ceux qui étaient inscrits sont arrivés. Et le temps qu'on fasse la petite introduction, ça fera éventuellement venir les retardataires. Il y en a. Donc, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. C'est donc sauf erreur de ma part, 6e webinaire que nous faisons depuis ces dernières semaines à l'adresse des établissements de santé sur le sujet de la mise en place de la vague 2 à l'hôpital, la vague 2 Ségur. Ce webinaire dernier de l'été avant la reprise en septembre s'adresse particulièrement aux directeurs des opérations en établissement de santé ainsi qu'à toute personne qui travaille sur l'organisation. Donc, on évitera toute la technique autant que possible. On sera plus sur une présentation en termes d'un point de vue organisationnel et utilisateur. Ce webinaire sera présenté par Clara Morière, que vous voyez à l'écran, qui est directrice de projet au ministère à la délégation du numérique en santé et qui fait partie de la task force hôpital du Ségur du numérique. Donc, task force, c'est ce qu'on a appelé c'est le petit nom qu'on a donné au groupe de personnes qui pilotent et travaillent sur l'ensemble des travaux qui touchent au Ségur. Et donc ici pour ce secteur hôpital. Et puis, il sera également animé par Inès Will à l'Agence du numérique en santé, qui fait partie également de la task force, et moi-même. Voilà, quelques petites règles pour les non-initiés à ces webinaires. Donc, par défaut, les micros sont coupés. On vous invite à poser vos questions quand bon vous semble, de préférence dans l'onglet Q et R, donc qui permet pour nous, parce qu'il y a plusieurs onglets, ça permet de les centraliser au même endroit pour pas s'y perdre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet-là. Et puis, on fait des pauses de temps en temps dans la présentation pour traiter l'ensemble des questions. Et si besoin, de toute façon, on vous invitera à activer les micros, surtout si en fin de présentation, il nous reste un petit peu de temps. Vous verrez également que à la fin de la présentation, on vous renverra vers un certain nombre de webinaires, les webinaires thématiques qu'on a déjà fait, qui comprennent plus de détails, alors techniques aussi, mais sur l'ensemble des chantiers dont on va parler aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans la technique. Ils sont tous en replay sur le site de l'ANS. Voilà, écoutez, le déroulé du webinaire aujourd'hui sera une présentation avec un petit rappel du contexte numérique en santé, parce que vous n'êtes pas forcément tous dedans, le nez dedans comme nous toute la journée. Ensuite, on passera à l'ensemble des fonctionnalités qui sont mises en œuvre dans cette vague 2, c'est-à-dire tout ce qui est consultation des MP, réception de documents par messagerie sécurité de santé et un mot sur la consultation des images au travers des Dreambox, mais on vous expliquera tout ça au fil de l'eau. Et puis, en dernier lieu, on parlera
du dispositif d'accompagnement dans lequel s'intègre ce webinaire. Et je vais du coup laisser la parole à Clara. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a dit Nolwenn tout à l'heure, l'idée là, c'était d'un webinaire qui soit un petit peu plus macro, d'où le fait qu'on trouvait important de pouvoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la maison et la feuille du numérique en santé, remettre un petit peu le contexte dans lequel se trouve cette intervention, ce webinaire. Même si j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont à écouter, qui connaissent bien, il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas. Et donc, c'est tout l'objet du webinaire, de prendre aussi un petit peu de hauteur sur, non pas les parties trop fonctionnelles techniques, mais bien organisationnelles, de pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour mettre le numérique au service de la santé. C'est le thème de la feuille de route. Et pour cela, l'État met en œuvre un certain nombre de briques techniques et de référentiels et services socles pour pouvoir, donc c'est ce que vous voyez en bas de la maison, pour pouvoir répondre aux nombreux enjeux du numérique en santé, avec au-dessus, au niveau de la maison, plusieurs grands services, notamment mon espace santé sur lequel on reviendra après, mais aussi les services aux professionnels et une dimension innovation avec la stratégie d'accélération santé numérique. Si on passe à la slide suivante, notre focus est sur la partie Ségur du numérique en santé. Notre ambition, c'est de pouvoir généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et avec les usagers, avec le fait que mon espace santé soit aussi du coup accessible par l'ensemble des usagers et des patients. On a fait le constat, et j'y reviendrai un petit peu après, que cette information médicale, si importante pour la prise en charge des patients, notamment en situation chronique, mais pas que, avait un peu de mal à circuler entre les structures en France. Et donc, pour pouvoir permettre cette information médicale de circuler entre les parties prenantes, il y avait un certain nombre d'outils qui pouvaient être intéressants de mettre en œuvre. La première chose, c'est de pouvoir mettre en place l'identité nationale de santé pour que justement on sache bien de quel patient on parle à chaque fois dans l'ensemble des structures, mais aussi donc grâce à cette identité nationale de santé, avoir donc mon espace santé qui soit accessible pour les professionnels de santé et les usagers. Mais il ne faut pas aussi oublier la MSS, la messagerie sécurisée de santé, qui permet aussi d'échanger de manière un petit peu différente du DMP et de mon espace santé, des informations entre les professionnels de santé. Donc, c'est vraiment l'objectif global de pouvoir partager ces informations, principalement des documents de santé, et que les professionnels de santé puissent les consulter dans le profil Mon Espace Santé au moment de la prise en charge du patient. Ça, c'est l'objectif global. Comment on y arrive? Donc, on a mis en place ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, avec donc 3 grandes étapes. Parce qu'on dit petits pas, mais en fait, elles sont plutôt assez grandes, ces étapes. La première, c'est de pouvoir permettre à tous les patients et tous les Français d'avoir un profil Mon Espace Santé, ce qui n'était pas le cas avant avec le dossier médical partagé, où seulement 10% des Français avaient un dossier médical, donc ça ne rendrait pas très attractif cet outil. Donc là, maintenant, plus de 90% des Français ont un profil Mon Espace Santé, sauf s'ils se sont opposés ou qu'ils souhaitent le fermer. Deuxième étape, maintenant qu'ils sont créés pour tous les Français, il faut pouvoir les remplir, donc atteindre une masse conséquente quand même de documents dans ces dossiers pour que ensuite, dernière étape, au moment où les professionnels de santé consultent ce profil Mon Espace Santé, il y ait bien des documents. Si on fait trop tôt d'ailleurs la consultation, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, il y a encore un peu de frustration parce qu'il n'y a pas ces informations médicales. Donc, il faut pouvoir encore travailler sur cette alimentation des documents et pour pouvoir ensuite faire cette consultation dans Mon Espace Santé. Donc, on a mis un certain nombre de mécanismes en place pour justement permettre ces objectifs, avec la certification des logiciels et de leur conformité avec le cahier des charges que l'on a défini, avec un financement de ces
de ces mises à jour qui, donc grâce à la certification de l'Agence du numérique en santé des logiciels, sont ensuite déployées par les éditeurs auprès des établissements de santé grâce à un dispositif qu'on appelle d'achat pour compte de l'État. Ensuite, évidemment, ce n'est pas tout d'avoir un logiciel, il faut pouvoir l'utiliser et ça veut dire transformer les pratiques en établissement de santé, notamment particulièrement des professionnels de santé, mais c'est aussi le cas en ville ou dans les autres parties prenantes, type laboratoire de biologie, cabinet de radiologie. Chaque grand secteur, partie prenante, a justement un enjeu de pouvoir transformer ces pratiques. À l'hôpital, on a mis en place des programmes de financement d'incitation à l'usage, notamment le programme Ségur Usage Numérique pour les établissements de santé, que l'on poursuit maintenant et qu'on lance d'ailleurs aujourd'hui, la première phase du programme Open 2 pour venir poursuivre cette dynamique. Il y a également des obligations réglementaires et puis on a aussi renforcé la place du numérique et de ces enjeux dans certains autres dispositifs existants. On ne va pas parler aujourd'hui de cybersécurité, mais c'est tout aussi important dans le sens où plus on va partager avec l'extérieur des informations médicales et s'ouvrir vers l'extérieur, plus c'est aussi important de pouvoir assurer un certain palier de sécurité, évidemment, au sein de son logiciel et de ses établissements. Ça, c'est la trajectoire que l'on a mis en place pour justement accompagner la mise en œuvre de Mon Espace Santé, cet outil carnet de santé numérique personnel et sécurisé des Français, qui a donc le dossier médical, le profil où on en retrouve tous les documents, le profil médical que les patients peuvent remplir eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Beaucoup des patients qui activent Mon Espace Santé remplissent aujourd'hui les constantes, leurs allergies, leurs antécédents, ce qui est très intéressant pour ensuite les professionnels de santé. Ils ont une messagerie sécurisée dédiée et ensuite un catalogue d'applications qui permet aussi, grâce à cette interaction avec les autres applications, de pouvoir donner plus de services dans ce profil, Mon Espace Santé. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Si vous êtes plus intéressé par Mon Espace Santé, il y a plein de documentation et jusqu'à des vidéos qui vous permettent de le présenter. Donc, on a mis en œuvre cette première phase qu'on appelle du programme Ségur Usage Numérique, de la mise à jour des logiciels. On voulait faire ici un petit état des lieux, de dire aujourd'hui, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ce qu'on a mis en place a permis d'atteindre la deuxième phase, donc j'évoquais tout à l'heure? Eh bien oui, plutôt globalement, il y a énormément d'établissements de santé, mais aussi de professionnels de la ville, de côté cabinet de radiologie, de biologie, d'officine, qui ont eu effectivement une installation de mise à jour qui s'est clôturée en décembre de l'année dernière et sur lesquelles on est en train en ce moment de faire aussi un certain nombre de vérifications que ces installations aient bien été faites. Donc, la VAG1, comme on l'appelle, c'est la gestion de l'identité nationale de santé dont je parlais tout à l'heure, et c'est le fait de pouvoir justement alimenter de façon systématique les documents de santé vers Mon Espace Santé et envoyer aussi par messagerie sécurisée de santé. C'est la partie envoi. Et la vague 2, donc, c'est la partie réception, consultation des documents. Si on passe à la slide suivante, encore une fois, là, c'est juste pour donner des chiffres un petit peu plus détaillés. On a pour l'hôpital plus de 2000 établissements qui sont aujourd'hui équipés de logiciels, des dispositifs qu'on a mis en place à l'hôpital. Donc, c'est les référentiels d'identité, les dossiers patients informatisés qui représentent 80% de l'activité hospitalière du pays, qui a été mise à jour en à peu près 3 ans, ce qui est quand même assez incroyable, on va dire. Je crois qu'aucun éditeur avait autant mis à jour d'établissements de santé d'un coup. Et donc, on arrive à des chiffres qui sont qui sont une première étape, mais qui n'est pas finie, avec plus de 250 millions de documents de santé par an dans Mon Espace Santé qui a été atteint en janvier 2024. Mais ce n'est pas fini. Il ne faut pas s'arrêter aux 250 millions. Il faut en avoir plus et toujours aussi de meilleure qualité pour que derrière la prise en charge soit toujours la plus efficace et importante pour le patient. Donc la vague 1 est désormais déployée. Maintenant,
la vague 2 va arriver et c'est tout l'objet du webinaire. Mais avant, justement, tout l'objet du webinaire de la consultation que j'évoquais tout à l'heure du DMP à l'hôpital, il y a parfois des personnes qui nous disent « mais pourquoi ?» Quel est l'intérêt en fait? Quels seront les cas d'usage? Quels seront les professionnels de santé qui seront impactés par ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux modes d'accès aux informations? Eh bien, en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte que l'accès aujourd'hui à l'information médicale, quand on est extérieur à celle qui est produite dans les établissements de santé, eh bien, elle pose problème. Elle n'est pas encore optimale, loin de là. Et là, je vous ai mis quelques verbatims que l'on a pu entendre des professionnels de santé en disant, bah voilà, en montrant que l'information médicale du patient n'est pas facilement encore accessible parce que pour des tas de raisons différentes, que ce soit par manque de temps, par manque de réception du document. Et il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup raconter et qui est très compréhensible pour tous. C'est une médecin qui prend en charge pour un cancer un vieux monsieur et qui lui demande en consultation de suivi comment il va. Et il répond que tout va bien. Mais enfin, tout va bien dans la mesure de sa pathologie, bien entendu. Elle lui demande si elle peut accéder à mon espace santé. Et dans mon espace santé, il s'avère qu'en fait, il y avait 2 lettres de liaison d'établissement proche du lieu de ce monsieur, d'habitation de ce monsieur, qui montrent qu'il a fait donc 2 passages en établissement de santé. Elle regarde donc ces lettres de liaison de sortie et comprend qu'en fait, il a été hospitalisé pour des effets et conséquences du traitement que ce médecin-là donne actuellement aux patients. Le vieux monsieur avait malheureusement oublié, alors qu'il n'a pas d'autres spécialement, mais il avait oublié, avec tout ce qui s'est passé, de mentionner qu'il avait été effectivement hospitalisé. Ça, on peut donc le médecin à la fin se dit bah, il faut peut-être que j'adapte un petit peu le traitement de ce patient pour éviter ce genre de cas. C'est un exemple de cas où l'accès à mon espace santé a permis d'ajuster le traitement de ce patient en ayant une information médicale que le patient ou l'établissement n'avait pas par ailleurs ou ne pouvait même pas imaginer. Et pourtant, c'était dans mon espace santé. Voilà une petite anecdote que j'aime bien raconter. Et donc, c'est pour ça que dans la slide suivante, ça illustre un petit peu comment demain, puisque on va raconter l'histoire de toute l'organisation qu'il faut mettre en œuvre dans un établissement de santé pour pouvoir accéder à cette information médicale, mais le professionnel va pouvoir retrouver le volet de synthèse médicale fait par le médecin traitant avec donc les allergies, les antécédents qui sont essentiels pour prendre en charge un nouveau patient, par exemple, mais il va aussi avoir les ordonnances pour savoir quel est son traitement médicamenteux, par exemple, et va pouvoir accéder aux différents comptes rendus de biologie ou d'imagerie qui seront pertinents pour justement le suivi de la pathologie en question. Il pourra aussi retrouver le carnet de vaccination de ce patient, qui est aussi important pour un certain nombre de prises en charge ou d'actes chirurgicaux, de pouvoir savoir si, notamment dans les dernières années, il avait été vacciné Covid, et puis aussi d'autres informations que le patient aura pu mettre dedans. Un des éléments qu'on oublie aussi, c'est que les patients peuvent mettre leur volonté, les volontés des patients, et ça, c'est aussi un élément qui est intéressant pour les établissements à récupérer. Et cette information-là, que les établissements ont du mal à récupérer, pourront être accessibles dans mon espace santé ou reçues par, évidemment, messagerie sécurisée de santé avec les partenaires qu'il connaît. Voilà un petit peu la projection de comment demain sera, en tout cas, tout ce qu'on fait aujourd'hui vise à ça, c'est-à-dire la prise en charge du patient. La slide suivante, c'est de dire, voilà,
par rapport, donc les dispositifs que l'on met en œuvre, il y a cette ambition en termes de santé publique, hein, de traitement des patients avec le numérique. Et puis ensuite, il y a les différents programmes de financement que l'on met en œuvre au niveau du ministère et de l'ensemble des pouvoirs publics, avec l'appui fort de l'Agence du numérique en santé, sur les différentes briques, donc avec le socle, qu'on appelle le socle, hein, le renforcement de la sécurité des systèmes d'information, et le programme CARE, où le premier domaine sur les sujets d'annuaire et d'exposition à Internet est en cours, hein, puisque la période de candidature a eu lieu au printemps dernier. Il y a un autre domaine aussi qui sera lancé d'ici la fin de l'année. Et il y a des exigences de sécurité qui ont été ajoutées dans le cahier des charges que l'on demande au logiciel. Du coup, deuxième brique, la partie logicielle, avec ce dispositif-là qu'on va vous présenter sur la partie vague 2 qu'on appelle, hein, donc la thématique d'aujourd'hui, sur les mécanismes d'achat pour compte de l'État. Et ensuite, voilà, la dernière partie, la transformation des usages, où on vient voir à la fin qu'effectivement, on vient financer le fait que l'établissement a bien mis en œuvre les usages. Pour pouvoir passer du logiciel à l'usage, il y a un certain nombre de grands chantiers à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver, et c'est tout l'objet de ce webinaire, en tout cas de ce premier, parce qu'il y en aura probablement d'autres, et vous aurez sûrement encore plein de questions, et on est là pour y répondre tous ensemble. Voilà la longue introduction, Inès. Oui, merci Clara. Je me suis embarquée dans l'explication. Non, mais même nous qui sommes dedans, ça fait aussi du bien de réentendre le contexte dans lequel on s'inscrit. Et du coup, on se proposait peut-être de faire un premier temps questions-réponses sur ce contexte, puisque effectivement, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont moins accoutumées à ce contexte que d'habitude. Et donc, voilà, s'il y a des questions-réponses à ce stade du webinaire, on peut les prendre. Alors, pour l'instant, non. Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas, ni dans aucun des deux onglets. Ah, non, voilà. Du coup, je propose qu'on continue. Ce qui ne vous empêche pas de poser vos questions, quels que soient les thèmes, au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Très bien. Écoutez, on vous propose de poursuivre effectivement sur la suite de l'ordre du jour et donc rentrer là dans le vif du sujet, mais toujours sous un angle fonctionnel, usage et organisation, pour vous présenter le contenu de la vague 2 du Ségur à l'hôpital. Alors, le SONS, vous l'avez compris, c'est un dispositif national qui permet de financer des éditeurs pour qu'ils réalisent des prestations de mise à jour logicielle au bénéfice de leurs clients. Et ce dispositif SONS, il est rentré dans sa deuxième phase qui adresse un certain nombre d'objectifs sur lesquels on va revenir. Mais voilà, il est rentré dans sa deuxième phase qu'on appelle vague 2 depuis le 19 mai dernier, puisque les arrêtés qui régissent les dispositifs dossiers patients informatisés et plateformes d'intermédiation, on reviendra là-dessus aussi, ont été publiés au journal officiel le 19 mai dernier. Ces arrêtés qui constituent vraiment le socle réglementaire de la vague 2, eh bien, ils sont accompagnés d'un certain nombre de documents qui vont venir préciser en fait les enjeux portés par ces arrêtés. Et parmi ces annexes, donc on va retrouver les référentiels d'exigences minimales qui correspondent aux exigences fonctionnelles et techniques qui incombent aux éditeurs pour que ces derniers puissent être référencés par l'Agence du numérique en santé et prétendre commercialiser une solution Ségur Vague 2 qui intégrera les mises à jour dont les établissements ont besoin pour pouvoir consulter le DMP depuis les dossiers patients informatisés et intégrer un certain nombre de documents depuis les DMP et les messageries sécurisées de santé dans leurs dossiers patients informatisés. On a également des documents qui s'appellent DSR, donc ça veut dire dossier de spécification et de référencement, dans lequel on retrouve l'ensemble des modalités nécessaires pour obtenir les référencements. Et enfin, les arrêtés de financement, dans lesquels on va retrouver les modalités de réalisation des prestations Ségur
et d'obtention des financements en réponse à la réalisation de ces prestations. Donc, en première intention, ces annexes, elles concernent effectivement les éditeurs puisqu'elles couvrent des exigences qui incombent directement aux éditeurs pour qu'ils puissent faire monter leur solution conformément aux exigences Ségur et respecter, on va dire, le parcours de référencement avec les précisions en termes de financement. Pour autant, c'est important que les établissements aient bien connaissance aussi de ces documents-là parce que, quelque part, même s'ils ne sont pas, entre guillemets, directement bénéficiaires des fonds, quand même, ces fonds, en fait, vont à leur bénéfice puisqu'ils vont bénéficier notamment de mise à jour logicielle payée par l'État pour leur compte. Donc, c'est important aussi qu'ils puissent avoir bien en tête la connaissance de ces documents et qu'ils puissent en prendre connaissance. On a également un dernier document qui est très important qui s'appelle la base des établissements éligibles, qui correspond à la base de référence qui liste les établissements qui sont éligibles pour prétendre du coup à un dispositif SONS sur la partie DPI et PFI. Et donc, dans cette base, on vous retrouverez l'ensemble des établissements classés par Finesse PMSI avec les activités combinées qui conditionnent les montants forfaitaires auxquels peuvent prétendre du coup indirectement les établissements. En termes de calendrier, du coup, on a côté éditeur, ils ont jusqu'à la moitié de l'année 2025 pour pouvoir réaliser les mises à jour logicielles pour être référencés et se présenter du coup au guichet de référencement de l'Agence numérique en santé. Les premières commandes, on estime que les premières commandes opérées par les éditeurs auprès de leurs clients débuteront fin 2024 et se poursuivront sur l'année 2025. Et on estime que les premiers déploiements des fonctionnalités vague 2 débuteront en 2025, donc plutôt T1 2025, et ils auront jusqu'à la moitié de l'année 2026 pour finaliser ces déploiements et avoir des solutions vague 2 opérationnelles en établissement. Voilà. Et ces jalons sont très importants puisque ce sont ces jalons aussi qui conditionnent derrière le parcours de financement des éditeurs. Et pour votre information, sachez que le guichet de référencement est ouvert depuis le 21 juin pour les éditeurs. Donc ça, c'est un petit peu le cadre réglementaire de la vague 2. Si on s'intéresse un peu plus au contenu de cette vague 2 et ce qui va intéresser aussi du coup en termes de fonctionnalité les établissements. Donc la vague 2, elle vient enrichir le socle posé par la vague 1 qui, je le rappelle, est venue adresser l'enjeu d'alimentation du DMP depuis les dossiers patients informatisés, mais également d'envoi des documents de santé par la messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'était l'objectif de la vague 1. Et donc là, la vague 2, elle va se concentrer sur l'enjeu de consultation du DMP depuis les dossiers patients informatisés et d'intégration des documents reçus par la MSS dans les dossiers patients informatisés. Et donc, cette vague 2, elle poursuit les objectifs suivants. Donc, faciliter la consultation de l'information disponible dans mon espace santé par les professionnels, autrement dit, faciliter la consultation du DMP. Faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par MS Santé, mais également les documents qui sont dans le DMP, dans les dossiers patients informatisés, et également renforcer la sécurité des systèmes d'information, en particulier sur les briques dossiers patients informatisés, mais également plateforme d'intermédiation. Et cette brique vient s'inscrire en complémentarité du programme CARE dont vous a parlé Clara. Et on a profité de cette vague 2 pour du coup faire un retour d'expérience sur le contenu de la vague 1 et introduire des améliorations de fonctionnalités issues de l'observation terrain de la vague 1. Et donc, ces améliorations, elles portent notamment sur des exigences renouvelées en termes d'interopérabilité et d'alimentation du DMP. Donc voilà, ça, ce sont les grands objectifs adressés par la vague 2. Si on décline ces grands objectifs en enjeux fonctionnels, on va retrouver du coup un certain nombre d'exigences autour de l'alimentation du dossier médical de mon espace santé, autrement appelé DMP. On va retrouver également un bloc d'exigences autour de la consultation du DMP ou du dossier médical de mon espace santé. On va retrouver également un bloc autour de la gestion de la messagerie sécurisée de santé, un bloc autour de la gestion et du partage des documents
entre le dossier patient informatisé et le DMP notamment. Un bloc qui va adresser des exigences autour de l'authentification des professionnels de santé, de la sécurité des systèmes d'information. Et enfin, comme je vous le disais, on va retrouver un dernier bloc autour des améliorations introduites en termes de fonctionnalité vague 1. Donc voilà les grands enjeux fonctionnels. Si on devait les classer, entre guillemets, c'est les exigences qui sont dans le référentiel d'exigence minimale, eh bien, on classe ceci par grands enjeux fonctionnels et ça prend la forme des briques que je viens de vous décrire à l'instant. Alors, du coup, une des briques adresse la consultation du DMP de manière intégrée depuis les dossiers patients informatisés. Et donc, l'exercice là qu'on a voulu faire, c'est de regarder, passer au crible le référentiel d'exigence minimale qui est plutôt un document, on va dire, d'ordre technique et de transformer ces exigences en traduction fonctionnelle pour permettre aux professionnels de santé de ressentir, entre guillemets, les usages qui pourront ressortir de ces fonctionnalités et que ça revête du coup un caractère beaucoup plus concret pour les professionnels de santé. Et donc, si on traduit en fonctionnalité ce qu'on a souhaité porter par la vague 2 sur le sujet de la consultation, eh bien, le professionnel de santé, lorsqu'il bénéficiera de la mise à jour logicielle de son DPI, il pourra demain, depuis son dossier patient informatisé, donc accéder au dossier médical du profil Mon Espace Santé ou au DMP de façon beaucoup plus facilitée que ce qui existe aujourd'hui. Ce caractère facilité, il va se traduire par le fait qu'il pourra savoir facilement donc depuis son dossier patient informatisé, si son patient a un profil Mon Espace Santé ouvert et si son accès en tant que professionnel de santé est autorisé, c'est-à-dire s'il est bien identifié dans l'annuaire santé et s'il dispose, bien entendu, d'un moyen d'authentification valide au sein de sa structure d'exercice. Il pourra également, ce professionnel de santé, depuis son DPI, avoir une visibilité facile des informations qui sont contenues dans le DMP, et ceci grâce en fait à l'affichage des métadonnées, c'est-à-dire qu'en fait les documents qui sont dans le DMP aujourd'hui, ils sont dans un format qu'on appelle CDA, qui permettent en fait de disposer de métadonnées, et ces métadonnées permettent la lisibilité facilitée des documents en identifiant notamment le nombre de nouveaux documents dans le DMP depuis la dernière consultation du DMP, la date de la dernière alimentation, les types de documents ou la nature des documents qui sont alimentés. Donc, est-ce que ce sont des lettres de liaison de sortie, des prescriptions de sortie, des comptes rendus opératoires, et également l'auteur des documents, enfin les auteurs des documents qui sont présents dans le DMP, donc à travers notamment la dénomination de l'établissement de santé, voire le service qui est à l'origine du document, voire même parfois, quand c'est possible, le professionnel de santé qui est à l'origine du document qui est en train d'être visualisé par le professionnel de santé depuis son dossier patient informatisé. Il pourra également, ce professionnel de santé, identifier facilement les documents invisibles du patient, mais qui sont visibles des autres professionnels. On reviendra sur cette notion sémantique d'invisible. Et il pourra également, du coup, s'il le souhaite et si c'est approprié dans le cadre de la prise en charge, les rendre visibles directement. Sur souhait du patient, il pourra être en capacité aussi de masquer un ou des documents à des professionnels de santé, à l'exception du médecin traitant qui garde la visibilité sur tout le contenu du DMP, mais on reviendra là-dessus aussi après. Et enfin, donc une fois qu'il a visualisé rapidement les documents et qu'il est en capacité d'identifier rapidement les documents qui pourraient l'intéresser, eh bien, s'il le souhaite, il aura la possibilité de pouvoir les intégrer dans son dossier patient informatisé. Et donc, cette intégration, elle se fera de manière intelligente puisqu'elle se fera au bon niveau du dossier patient informatisé avec notamment le système des métadonnées. Il aura également la possibilité d'enregistrer la bonne information du patient et sa non-opposition à l'alimentation, à la consultation. Et on reviendra aussi là-dessus après. C'est pour ça que je ne reste pas très longtemps sur cette bullet point, parce que ça nécessite quand même une explication plus détaillée. Et enfin, Nolwenn vous en parlait, mais il y aura également la possibilité pour le professionnel, lorsque par exemple il va sur un compte rendu d'imagerie, il y aura un lien sur lequel il pourra cliquer
Et ce clic lui permettra de consulter les images médicales associées à ce compte-rendu d'examen d'imagerie à travers un système qu'on appelle le réseau Dreambox et sur lequel on reviendra après. Voilà, donc vous voyez que l'idée vraiment là, c'est vraiment de faciliter l'accès au DMP et plus que l'accès au DMP, l'accès à la lisibilité de l'information contenue dans les DMP et pouvoir également rapatrier facilement les documents qui pourraient l'intéresser dans son dossier patient informatisé, sans bien entendu qu'on aspire la totalité du DMP. Hein. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui serait intéressant à rapatrier dans le dossier patient informatisé, l'identifier rapidement et avoir les mécanismes qui permettent d'intégrer facilement au bon niveau du dossier patient informatisé. Alors, sur la notion d'information sur l'accès à mon espace santé, en fait, l'établissement de santé qui prend en charge, enfin, l'équipe qui prend en charge a l'obligation d'informer le patient, soit de l'action d'alimentation et ou de consultation à son profil Mon Espace Santé. Information que le patient reçoit, eh bien, ce dernier a la possibilité de pouvoir exprimer son opposition. Et donc, ce jeu, entre guillemets, enfin, cet échange entre le professionnel ou l'équipe qui prend en charge et le patient, eh bien, quelque part, il faut pouvoir le formaliser et le retranscrire quelque part pour qu'il y ait une action sur le système d'information qui est la réaction intelligente, notamment lorsqu'on a un patient, par exemple, qui s'oppose à l'alimentation et ou à la consultation, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Et donc, la vague 2, elle permet d'introduire par rapport à la vague 1 le fait qu'on aura dans les dossiers patients informatisés des espaces qui permettront du coup de cocher le fait que le patient est informé et ne s'oppose pas ou au contrario est informé et s'oppose. Et si opposition il y a, eh bien dans ce cas-là, ça entraînera côté système d'information un blocage pour éviter en fait une interaction avec le DMP alors même que le patient a exprimé son opposition. Donc ça, c'est assez sécurisant aussi pour les professionnels de santé. On rappelle aussi quand même que l'information et l'opposition du patient, elles s'appliquent à l'ensemble de l'équipe de soins qui prend en charge le patient pendant la durée d'un épisode de soins et elle n'est pas à la maille individuelle du professionnel. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de manière unitaire à chaque professionnel dans le cadre d'un épisode de soins qui sera en interaction avec le patient de procéder à cette information et de recueillir sa non-opposition. C'est fait une fois dans le cadre d'un épisode de soins et une fois que c'est fait dans le cadre de cet épisode de soins, c'est fait pour la totalité de l'épisode de soins, quel que soit le professionnel qui prend en charge, dès lors que ce professionnel fait partie de l'équipe de soins. Concernant l'alimentation, le patient peut s'opposer à l'alimentation, mais par contre, il peut s'opposer sur motif légitime. Et c'est au professionnel qui recueille ce motif de juger de la légitimité ou non du motif. Et impact système d'information, on ne demande pas bien entendu à ce que ce motif soit enregistré ni véhiculé dans les logiciels. D'un point de vue organisationnel, c'est vrai que cette information, ce processus d'information et de recueil de la non-opposition, ça doit questionner aussi les organisations, puisque forcément, on va se poser la question de qui donne cette information, à quel moment de la prise en charge, sur quel support, etc. etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. On en parlera plus tard, mais on a une expérimentation sur la consultation du dossier médical partagé qui est faite avec un certain nombre de pilotes. Et on sent que ça, c'est vraiment un point dur, un nœud qu'il faut qu'on travaille avec les pilotes pour pouvoir vous mettre à disposition des outils qui vous permettront justement d'instruire ce sujet d'application organisationnelle de cette obligation. Et enfin, sachez que justement, en fonction de là, on va donner cette information et recueillir la non-opposition. Ça pourrait très bien se passer aussi au niveau des admissions. Et donc, pour ce faire, il faudrait recueillir cette information au niveau du référentiel d'identité qui se trouve au niveau des gammes. Et donc, pour ça, jusque-là, on n'avait pas de champ dédié permettant de recueillir en fait ce type d'informations-là. Et donc, Interop Santé a fait évoluer son flux HEPAM pour intégrer pour permettre la possibilité d'intégrer ce champ-là. Et donc, ce flux, bien entendu, transitera. Il est prévu aussi qu'il transite vers le DPI. Et donc, il est demandé, dans le cadre de la vague 2, que le DPI implémente cette nouvelle version du flux HEPAM en réception
pour ensuite l'activer dans l'établissement et puisse du coup le mettre en place au niveau du SIH. Sur les notions de masquage et d'invisibilisation, donc on pensait que c'était important aussi quand même de rappeler les différences sémantiques entre le masquage et l'invisibilisation. Alors, ça tient au fait de qui fait quoi au final. Donc, le patient, lui, il peut de manière générale ou de manière unitaire au niveau de chaque document, de masquer les documents aux professionnels. Quant au professionnel de santé ou l'établissement de santé, à l'alimentation, il peut choisir d'invisibiliser un document au patient. Mais s'il est invisibilisé au patient, ça veut dire qu'il est seulement invisible du patient, mais visible des autres professionnels. Ou alors, sur demande du patient, un professionnel de santé peut aussi masquer un document au professionnel. Et à la consultation, un professionnel de santé ou un établissement de santé peut mettre en visibilité un document qui est invisible du patient. Je vous en parlais précédemment. L'auteur du document, donc côté professionnel de santé, lui, il visualise tous les documents dont il est auteur, quand bien même ces derniers ont fait l'objet d'une action d'invisibilisation par un professionnel de santé ou de masquage par un patient ou un professionnel de santé. Et le médecin traitant, lui, il a la visibilité sur tous les documents, que ces derniers soient masqués ou invisibles. Et cette fonctionnalité, elle aura vocation à évoluer pour laisser au patient le choix de rendre visibles ou non les documents, y compris du médecin traitant. Et donc, si vous devez retenir aussi quelque chose qui pourrait vous permettre de distinguer les deux notions, au-delà du fait de qui fait quoi, l'invisibilisation, ça a un caractère temporaire, c'est-à-dire que c'est rendu invisible pendant une durée qu'on estime au niveau national suffisante pour opérer à la prise en charge du patient dès lors, par exemple, qu'on a des annonces de diagnostic grave. Et ce délai, il est fixé à 3 mois. Au-delà de 3 mois, si un document est invisible et qu'au-delà des 3 mois, il n'a pas été remis visible, eh bien, il sera remis visible de manière automatique. Le masquage, lui, il peut demeurer permanent. Seule la personne qui est à l'origine du masquage, donc généralement, effectivement, le patient, peut réaliser un démasquage des documents. Et donc, voilà, s'il ne le fait pas, ça a vocation à demeurer permanent. Alors, on a parlé du coup de la grande fonctionnalité qui était la consultation du DMP depuis les dossiers patients informatisés avec toutes les fonctionnalités que ça peut apporter aux professionnels. L'autre grande fonctionnalité, c'est que ça peut faciliter la gestion des documents entre le dossier patient informatisé et le DMP. Si on regarde du coup d'un point de vue DPI, là, lorsque l'utilisateur est dans son DPI, il pourra identifier rapidement parmi tous les documents du dossier patient informatisé ceux qui proviennent du DMP suite à une intégration manuelle par un professionnel de santé qui n'est pas d'ailleurs, voilà, à l'hôpital, on sait que plusieurs professionnels de santé travaillent sur des DPI et donc ça peut être intéressant effectivement de connaître la provenance du document que le professionnel est en train de consulter dans le DPI et donc ça sera facilement identifiable demain. L'utilisateur pourra savoir également, lorsqu'il se connecte, qu'un document du DMP vient d'être intégré et déjà présent dans le DPI. Et il pourra également, l'utilisateur, savoir, lorsqu'il consulte un document dans le DPI, qu'une version plus récente du document qu'il est en train de consulter est disponible dans le DMP du patient, ou alors, à l'inverse, que le document qu'il est en train de consulter a été supprimé dans le DMP. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant à savoir parce que quelque part, à travers la consultation dans le dossier patient informatisé, on a un système finalement de synchronisation qui nous permet d'être à jour sur le cycle de vie des documents dès lors que ce sont des documents qui sont en provenance du DMP. L'utilisateur, depuis le DPI, il sera en capacité de mieux partager l'information vers l'extérieur et vers le DMP, puisqu'il sera capable d'identifier parmi tous les documents du DPI ceux qui ont déjà fait l'objet d'un envoi vers le DMP et donc notamment éviter les envois en doublon vers le DMP. Comme le disait Clara, on a atteint effectivement une masse critique qui est intéressante aujourd'hui
l'enjeu, c'est de poursuivre sur cet objectif de volumétrie, mais tout en gardant aussi l'idée qu'il faut qu'on gagne en qualitatif. Parce que derrière, effectivement, l'enjeu de consultation pour professionnels de santé, c'est d'une part de retrouver du nombre, mais surtout, c'est de retrouver aussi du nombre qualitatif. Et donc, si on retrouve effectivement des documents en triplon, bah, là, ça risque quand même de créer une déception côté professionnel de santé. Il pourra également produire un document avec un contenu intradocument identique, quel que soit son format, à travers notamment les PDF et les CDA. Et il pourra visualiser des documents au format CDA, en particulier sur des documents qui ont pu connaître des faiblesses en termes d'affichage. J'entends notamment les comptes rendus de biologie au format CDR de niveau 3, qui est un format en fait de données structurées qui avait du mal à être lisible des professionnels de santé. Et donc là, il y a une amélioration qui a été introduite à travers la vague 2 pour permettre en fait en première intention de visualiser ces documents sous PDF pour permettre à tout le monde de les visualiser correctement et de pouvoir poursuivre cette consultation de manière plus avancée en cliquant sur une espèce de bouton qui permettra d'activer le format CDR de niveau 3 pour les professionnels qui seraient intéressés par la lecture de ce format-là, sachant que ce format est hyper intéressant lorsqu'on rapatrie les données pour pouvoir les intégrer de manière intelligente dans les logiciels métiers. Et enfin, tous ces travaux-là autour des CDA, ça a nécessité aussi d'améliorer les exigences en termes d'interopérabilité entre les dossiers patients informatisés et les plateformes d'intermédiation, qui sont les plateformes, espèces de passe-plats par lesquelles, en fait, les systèmes d'information passent pour transmettre au DMP ou à la messagerie sécurisée de santé. J'espère ne pas avoir été trop technique. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, alors Inès, justement, il faut juste qu'on bascule rapidement sur les chantiers organisationnels. Oui. Ensuite, parce qu'il va être bientôt 15 heures. Très bien. Donc là, juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on vous a mis en musique quelque part toutes les fonctionnalités qu'on vient de vous évoquer dans un workflow pour que vous puissiez apprécier en fait concrètement à quoi servent ces fonctionnalités et comment en fait ça s'articulerait dans une prise en charge standardisée. Alors, je vais faire vite sur l'authentification. Donc, sur l'authentification, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers la vague 2, on connaît effectivement les limites de l'usage de la carte CPS. Et donc, l'idée, c'était vraiment de s'affranchir de cette limite-là pour la consultation du DMP depuis les dossiers patients informatisés. Et pour ça, en fait, on exige la mise en place du mode R, qui veut dire authentification indirecte renforcée, qui sera la seule modalité de consultation du DMP imposée au DPI. Et ce mode, en fait, il permet l'authentification pour l'accès au DMP par certificat. Donc, ça veut dire que l'authentification, quelque part, elle est portée par l'établissement de santé au bénéfice des professionnels de santé. Et pour permettre ça, eh bien, une contractualisation de l'établissement sera nécessaire avec la CNAM, qui est à l'origine de ce mode R simplifié. Du coup, on a eu déjà un webinaire là-dessus auprès des DSI. On reviendra encore à la rentrée sur ce sujet. Pour la consultation du WebPS DMP, qui est l'interface web aujourd'hui par laquelle on peut consulter DMP. Donc là, il sera possible aussi, toujours demain, bien entendu, d'y accéder, mais par appel contextuel depuis les dossiers patients informatisés. Et là, pour ce mode d'accès-là, on exigera que des DPI qui puissent le faire via le mode R simplifié et via un mode d'authentification autre qu'on appelle ProSanté Connect, qui est un mode d'authentification double facteur. Voilà. Et par contre, pour l'authentification des professionnels de santé au dossier patient informatisé, là, il est demandé également aux solutions de savoir implémenter ProSanté Connect. Donc là, c'est schématiquement ce que je viens de vous décrire. Je ne vais pas passer plus de temps. Et donc, si on doit retenir quelque chose du mode R simplifié, donc c'est un mode qui est porté par la CNAM et qui est une solution technique qui a été faite pour permettre l'accès en consultation au DMP sans carte professionnelle pour les professionnels de santé qui exercent en établissement. Et donc, cette solution récupère un certificat ou une authentification certifiée portée par le système d'information de l'établissement. Et donc, dès lors que le professionnel est identifié clairement en exercice dans l'établissement,
eh bien, l'établissement se portera garant de son identification et donc c'est par ce biais-là que le professionnel pourra bénéficier du mode air simplifié. Et donc, effectivement, pour le mettre en place, il y a tout un processus d'homologation et de contractualisation pour lesquels on va accompagner avec la CNAM les DSI sur ce sujet-là. Alors, sur les chantiers, sur le mode, donc voilà, sur la partie préparatoire, sur la partie DMP, donc il y a tout un chantier autour de l'authentification double facteur. Donc là, c'est plutôt les DSI qui sont en première ligne. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de liens à faire avec les RPPS et donc les DRH et les directions des affaires médicales. Donc, notamment le fait, effectivement, de coordonner entre les DRH et les directions d'affaires médicales et la DSI, bien entendu, la transmission des identifiants des professionnels, des professions médicales et non médicales qui peuvent accéder au DMP pour intégration dans le DPI. Si je passe plutôt sur la partie organisationnelle, donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusque-là, mais pour alimenter et consulter DMP, il faut forcément que l'INS soit qualifié. Et donc ça, forcément, ça va entraîner une réflexion des établissements pour améliorer leur niveau de qualification de l'INS. Et donc, ça va notamment aussi peut-être amener des réflexions organisationnelles qui permettront justement d'obtenir un meilleur niveau de qualification des INS. Donc ça, il faut se préparer à ça. On vous rappelle que du coup, il y a des ressources régionales qui sont dédiées, les référents identitaux en grade, ce que vous pouvez mobiliser dès lors que vous rencontrez des difficultés par rapport à cette thématique-là. Et il y a tout un corpus documentaire très bien fait sur l'INS en établissement de santé qui est disponible sur le site de l'ANS et pour lequel vous avez le lien. On a également, je ne reviendrai pas là-dessus, mais effectivement, il y a toute une réflexion à avoir sur comment on incarne dans les organisations le recueil de l'information et de la non-opposition du patient. Est-ce que c'est à quel moment de la prise en charge, à quel support, par quel personnel? Est-ce qu'on le saisit dans la gamme qui passe dans le dossier patient informatisé ou est-ce qu'on le saisit directement dans le dossier patient informatisé? Donc voilà, donc il y a pas mal de questions aussi à anticiper là-dessus. Et on vous a mis également un document de référence pour vous approprier ces concepts d'information et de non-opposition si ça ne vous parle pas. Et on aura un webinaire à la rentrée aussi sur ce sujet-là. Et enfin, bien, il y a un impact sur l'organisation des prises en charge puisque demain, vous aurez des dossiers patients informatisés, des dossiers patients qui auront été enrichis d'informations contenues dans le DMP. Et donc, il faut pouvoir exploiter ces informations et donc adapter les organisations pour avoir le temps potentiellement d'exploiter ces informations avant la venue des patients. Voilà. Du coup, ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est que si on veut que ça fonctionne, la consultation, il faut poursuivre les efforts faits autour de l'alimentation du DMP. Et donc, il faut poursuivre les sensibilisations des professionnels de santé aux points positifs apportés par le contenu du DMP, mais également poursuivre l'enjeu d'alimentation et anticiper la communication et la sensibilisation aussi vis-à-vis des structures partenaires pour qu'elles puissent vous alimenter dans la consultation du DMP. Voilà, et je passe la parole à Nolwenn sur la partie messagerie sécurisée de santé dans les dossiers, intégration des docs MSS dans les DPI. Merci beaucoup Inès. Alors avant que j'avance là-dessus, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. J'ai donné quelques réponses déjà, mais il en reste. Alors, je vais les reprendre. Le PS pourra voir si le profil Mon Espace Santé est ouvert, mais est-ce qu'il pourra voir s'il est ouvert et activé? Non. Il ne peut pas voir si le profil Mon Espace Santé est activé. C'est une remarque tout à fait pertinente. Et donc, bien sûr, effectivement, ce qu'il y a sur la réception par message. Est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus, Inès? Oui, alors juste préciser, quand bien même il n'est pas activé, un professionnel de santé ou un établissement peut alimenter et peut consulter. OK. Est-il possible de préciser la notion d'équipe de soins? Donc, j'ai apporté une réponse avec deux textes, un texte en particulier de la CNIL qui reprécise la notion d'équipe de soins et d'organisation formalisée autour de l'équipe de soins, ainsi qu'un petit rappel qu'ils ont fait en début d'année sur la confidentialité des données et si on croise
les deux, c'est pour ça que je vous ai mis les deux, on retrouve bien cette notion d'organisation formalisée pour définir une équipe de soins qui n'impose pas qu'il y ait une personne morale unique autour de cette équipe de soins tout en maintenant quand même une confidentialité, par exemple, d'une spécialité à une autre, d'un service à un autre. C'est pas, enfin, je veux dire, on peut pas considérer l'ensemble d'un établissement comme étant une équipe de soins unique, mais bien différenciée selon les différentes prises en charge des différents services. Oui, Yannick, à très bientôt, les supports seront tous mis en replay, enfin le webinaire plus le support seront mis en ligne dans les jours qui viennent. Alors, à quelle date la fonctionnalité de démasquage du document sous 3 mois sera-t-elle fonctionnelle? Donc là-dessus, on n'a pas la date parce que c'est soumis à des textes, à une évolution des textes réglementaires gérés par la CNAM, voire même législatif. Donc, en revanche, vous aviez sur la diapo, une des diapos précédentes, le lien vers des fondamentaux, le document qu'on a appelé les fondamentaux et principes opérationnels. Dedans, il y a un petit tableau qui reprend les éléments de calendrier, donc qui précise qu'aujourd'hui, du coup, on n'a pas spécifiquement d'éléments de calendrier et le contexte actuel ne permet pas d'en donner, mais néanmoins, ce sera mis à jour. C'est un document qui est mis à jour régulièrement, donc n'hésitez pas à vous y référer pour avoir un petit peu des informations, même si ce n'est pas le lieu premier de la diffusion d'actualité en réalité. Mais quand il y a des informations qui sont portées, dont on a connaissance ou qui sont fixées, on les ajoute dans ce document-là. On avait une question de Manuela sur l'identification du médecin traitant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais n'hésite pas à me repréciser, Manuela, où je précisais que l'identification, en fait, reconnaître qu'il y a le médecin et quel est son rôle et quels sont ses droits, se fait au travers du RPPS du professionnel, médecin ou autre professionnel. Les coordonnées des identito-vigilances. Merci beaucoup, Manuela. Et je crois que c'est bon sur les questions qui ont été posées. J'espère d'avoir… Ah si, sur l'autre chat, on avait une question par rapport aux connexions. Est-ce qu'on peut retourner 2 diapos plus haut, s'il te plaît, par rapport, voilà, celle d'avant. Voilà, merci beaucoup. Donc, où là, on est passé un peu rapidement, parce que derrière, il y a des choses qui sont très techniques. Néanmoins, il y a quand même un sujet organisationnel là-dedans. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place le mode R, on a besoin d'une double authentification. ProSanté Connect en est une, mais ce n'est pas la seule. Toutefois, il faut… Donc, en fait, quand l'établissement va mettre en place cette double authentification, qui permettra de répondre à des obligations réglementaires sur un des pays, mais aussi donc de mettre en place ce mode d'authentification pour le DMP. Ce choix va se faire au regard de contraintes techniques côté SI, mais aussi sur des contraintes d'acceptabilité par les professionnels. Et il faut savoir quand même que dans la réflexion qui va être menée, avoir à l'esprit que pour accéder aux images de la Dreambox, donc on reviendra un petit peu après sur ces fonctionnalités-là, le seul moyen d'y accéder quand même, c'est de passer par ProSanté Connect. Donc, soit on s'est déjà authentifié par ProSanté Connect parce que c'est le choix du mode d'authentification pour entrer dans le DPI. Et à ce moment-là, l'accès à l'image se fera sans réauthentification. Soit on n'est pas passé par ProSanté Connect et à ce moment-là, le médecin devra se réauthentifier à ce moment-là via ProSanté Connect pour le coup, pour pouvoir consulter les dossiers d'imagerie. Donc ça, c'est parce que dans la construction de la Dreambox, pour la sécurisation de l'accès aux données, c'est le choix qui a été fait par ceux qui l'ont développé d'imposer ce mode d'authentification pour pouvoir les consulter. Donc, c'est votre équipe, pour la personne qui a posé la question ou qui a fait la remarque dans le message, dans la messagerie, votre équipe Dreambox a tout à fait raison. C'est le seul mode de connexion accepté ProSanté Connect pour la Dreambox, mais pas pour le reste en fait. Voilà. Je revérifie. Quel est le lien? Alors, tous les liens, ils sont sur la dernière diapo de ce support. On va pouvoir vous les redonner. Et je vais du coup passer à la suite sur la messagerie sécurisée de santé, puisque c'est l'autre grand domaine de nos sujets Ségur.
Donc, rapidement, sur les fonctionnalités vague 1, mais on en a beaucoup dit déjà tout à l'heure, c'est donc l'envoi de documents, ce qui fait que on a encouragé via les évolutions logicielles tous les types de professionnels à envoyer des documents par messagerie sécurisée de santé aux destinataires pertinents, c'est-à-dire médecins traitants, demandeurs ou prescripteurs d'un examen, etc. On a aussi demandé dans cette vague 1 d'enregistrer le fait que le patient, le non-consentement du patient pour recevoir lui-même ses messageries par messagerie, enfin, je recommence ma phrase, par messagerie sécurisée de santé citoyenne. Et puis, il y avait la notion de visualisation du document reçu par MS Santé. Et on passe à la phase, à un cran suivant dans la vague 2, puisque là, on va faire vraiment de l'intégration. L'idée, c'est de pouvoir faire de l'intégration de la manière la plus automatisée possible. On s'appuie là-dessus, pour ça, sur deux choses. Un, le format des documents reçus, parce que dans tout ça, on intègre de la normalisation pour que tout le monde puisse se parler et se comprendre. En termes techniques, j'entends. Donc, on traite des formats CDA. Donc, Inès en a parlé tout à l'heure. C'est un format d'échange. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais seuls ces formats d'échange-là peuvent être traités, sont imposés en tout cas aux éditeurs dans le cadre du Ségur. La deuxième chose, c'est d'avoir des INS qui soient qualifiés, puisqu'on s'appuie sur cet identifiant qu'on considère comme étant le seul qui soit absolument certain pour identifier un patient et être sûr qu'on ne va pas rattacher un document à la mauvaise personne. Donc, d'où l'importance d'avoir, en tout cas aussi pour la réception de documents par messagerie sécurisée, l'importance d'avoir les patients pris en charge à chaque fois que c'est possible. Je propose de rentrer dans le détail du fonctionnement directement avec les petits schémas qui suivent et un peu de couleur pour faire plaisir à Aurélien qui nous suit de la Réunion. Je trouvais que nos diapos n'étaient pas assez colorés. Inès, je préfère que tu le saches tout de suite. Donc voilà un premier petit schéma qui est simplifié pour tout vous dire parce qu'on n'a pas mis dedans tout ce qui était format HL7, etc., etc. Donc on a, si on suit le parcours de notre message, il démarre d'en haut à gauche là sur cette diapo. Et donc, il est émis par un professionnel d'une structure de santé qui envoie un message à une adresse publiée, c'est-à-dire connue en général. Alors, on va mettre de côté les partenaires de confiance. On va prendre le cas général. L'adresse MSS est donc connue et dans l'annuaire santé. Et donc, le professionnel qui veut vous envoyer en établissement un courrier va utiliser cette adresse, qui peut être une adresse personnelle d'un professionnel qui va en établissement de santé vraisemblablement plutôt être une balle organisationnelle puisqu'elle va souvent être prise en charge comme un courrier papier. On va le transposer en mail sur une équipe par exemple où il y a avec un secrétariat, une boîte partagée avec une équipe médicale. Bon, c'est là où on va revenir dessus après. Il y a des sujets organisationnels à se poser qui vont être différents d'un établissement à l'autre en fonction, et voire même d'un service à l'autre en fonction de l'établissement. Et tout le sujet justement de la réflexion qui a mené là-dessus. Ce message, il est éventuellement transféré à une autre boîte selon les circuits qui seront choisis. Mais l'idée, c'est qu'il soit envoyé de manière automatique au DPI. Donc ça, c'est les petites briques grises là. On ne va pas forcément trop chercher dans le détail technique ici, ce n'est pas le sujet. Mais ce message avec son document attaché, il peut être, selon le paramétrage choisi, transmis automatiquement au dossier patient. Et là, ça match avec une INS qualifiée, ça rentre automatiquement dans le DPI et ça alimente bien évidemment une liste. Ça, c'est prévu aussi dans les exigences Ségur. Ça alimente une liste dans le DPI et qui permettent aux professionnels de santé derrière, de l'équipe de soins, du service qui prend en charge le patient, de savoir qu'il y a un nouveau document qui est arrivé. Parce que sinon, c'est bien joli de l'intégrer, mais enfin, si on ne sait pas que c'est là, on n'est pas plus avancé. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que quand ça match, ça part directement dans le dossier patient et c'est le dossier patient qui, lui, contient
l'alerte qui dit attention, nouveau document à consulter pour le patient à partir de listes qui permettent de mettre en évidence ces nouveaux documents tant qu'ils n'ont pas été vus par les professionnels. Et si ça ne matche pas sur l'INS, donc on a un échec sur la correspondance de l'identité, à ce moment-là, ça revient dans une boîte mail de MSS toujours, qui va traiter l'intégration, la lecture, etc. du document, du message de manière manuelle. Alors là-dedans, on va retrouver des patients pour lesquels il n'y avait pas de INS qualifié, on va retrouver des patients qui n'ont pas encore été créés dans le dossier patient parce que peut-être qu'ils ne sont pas encore venus et qu'il y a une prise en charge qui se prépare ou un échange entre professionnels de santé qui a lieu. Donc là, il y a un circuit aussi à penser sur qu'est-ce qu'on fait de ces documents-là. Comme aujourd'hui, il existe sur le papier, l'idée, c'est de généraliser un traitement et de mettre en routine un traitement de tout ce qui va arriver par messagerie sécurisée de santé, avec peut-être parfois un patient qui va être créé dans le logiciel à ce moment-là et lui rattacher les documents, parfois juste une transmission du document au médecin qui est chargé de traiter l'information sur des demandes de consultation spécialistes, par exemple. On peut imaginer beaucoup de cas de ce type. Et on a fini le circuit, voilà, parce que normalement, à la fin, entre ceux qui seront intégrés automatiquement et ceux qui sont retraités manuellement, on doit avoir traité tout le monde. Et derrière, en fonction de l'organisation, on va avoir plusieurs types possibles. Alors, on a fait des petits dessins. Voilà, alors là, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais à l'occasion d'une rediffusion, si vous téléchargez le support ultérieurement, vous pourrez, et elles sont en plus gros dans des webinaires précédents, on les avait séparées par diapo. Là, on a essayé d'être un petit peu plus serré, mais voilà, on peut avoir, ça pourrait être le cas d'un petit établissement, une seule boîte organisationnelle sur laquelle se connecte l'ensemble des destinataires, parce qu'il n'y a que, par exemple, qu'un seul secrétariat. Et puis tout le monde accède, en fait, tous les courriers sont centralisés au même endroit. Donc, on pourrait avoir qu'une seule boîte aux lettres. Ce qui arrive de l'extérieur, vous voyez dans l'exemple 1, ce qui arrive de l'extérieur tombe dedans. Ça peut être transféré de manière automatique, donc c'est transparent dans ce cas-là pour les utilisateurs au DPI et retour dans cette même boîte aux lettres pour traitement manuel par les personnes, le secrétariat. On cite le secrétariat comme exemple, mais ça peut être tout à fait n'importe quel autre professionnel à qui on aura donné les droits d'accès et selon l'organisation qui aura été choisie. Hein. On est là-dessus. On ne dit pas qui nous. C'est ouvert en fonction des organisations. Voilà, ça c'est un exemple d'une seule boîte aux lettres, mais évidemment, ça ne va correspondre a priori qu'à un petit établissement parce que sinon, toutes les spécialités de l'établissement et tous les services vont se retrouver perdus dans la même boîte aux lettres. Donc, outre le sujet de la confidentialité qui est un peu remise en cause, il y a aussi le fait que du coup, il y a une visibilité, enfin, les courriers pourraient être noyés un petit peu à traiter là-dedans et sans avoir de regard sur la connaissance des patients et l'urgence du document à traiter. Donc, on va se retrouver après dans des cas comme l'exemple 2, où là, on va voir par exemple une boîte organisationnelle par service, par pôle, en fonction de l'organisation et du coup de la confidentialité des données qui va permettre d'avoir cette bonne orientation du courrier au départ. De même qu'aujourd'hui, on va mettre sur une enveloppe, sur un courrier postal, on va mettre service de cardiologie ou service de chirurgie ou docteur intel dans tel service. Là, on va pouvoir mettre dans l'annuaire santé autant de boîtes MS Santé que vous estimerez nécessaires pour avoir un fonctionnement fluide. L'exemple 3 vous montre une petite différence, c'est le fait que vous pouvez tout à fait choisir dans les paramétrages qui seront faits d'avoir des boîtes aux lettres, des adresses mail en réception, donc qui reçoivent les messages depuis l'extérieur, enfin depuis le monde MS Santé, qui soient différentes de la boîte qui, elle, va récupérer tous les rejets, donc toutes les non-intégrations automatiques du DPI pour permettre ensuite le traitement manuel de l'ensemble des données. C'est des options possibles, en fait. C'est 3 options possibles en fonction des paramétrages.
Il existe un dernier cas. Donc, évidemment, là, on n'a mis que 2 ou 3, mais c'est multipliable à l'envi. Et la boîte qui traite les rejets, elle est aussi, vous pouvez tout à fait en imaginer une par service, de la même manière qu'il y a une boîte qui reçoit les messages par service. C'est vraiment à regarder en fonction des organisations internes. Donc, je disais, il y a un dernier cas qui est un envoi direct à une balle applicative. La boîte applicative, c'est une boîte qui n'est pas publiée sur l'annuaire, puisqu'en fait, techniquement, c'est ce type de boîte aux lettres-là qui crée l'interface, on va dire ça comme ça, avec le dossier patient informatisé. Et pourquoi elle n'est pas publiée? Parce que du coup, elle fait partie d'un process complètement automatisé et en termes de sécurité, elle n'a pas vocation à être ouverte à tout vent. Donc, ça peut être une boîte qui va être utilisée pour intégrer des messages de partenaires avec qui il y a un contrat de confiance qui a été validé. Et par exemple, un laboratoire qui va traiter les examens de l'établissement, et ben, il peut y avoir un contrat de confiance qui est fait entre le laboratoire et l'établissement et ça va passer là de manière directe. Mais on n'a pas détaillé ici puisqu'en fait, là, ce qui nous intéressait, c'était surtout cette partie travaux autour de l'organisation du traitement des courriers reçus. Donc voilà, vu les services que ça donne, c'est en fait beaucoup moins complexe que tous les schémas qu'on vient de voir. On va avoir, alors ce qu'on a mis, secrétariat du service, encore une fois, c'est un cas un petit peu standardisé qui n'est pas forcément du secrétariat. On va viser, en tout cas, la personne qui utilise la boîte aux lettres MSS va voir dans cette boîte aux lettres les messages qui sont reçus. Donc, s'il y a un automatisme qui retransfère tous les messages reçus, il y aura dedans que ceux qui n'ont pas pu être intégrés automatiquement et elle pourra les traiter unitairement en fonction des cas qui auront été définis. Et côté équipe de soins, si on se dit que l'équipe de soins, c'est ceux qui vont pas directement dans la boîte mail, mais plutôt dans le DPI, dans le DPI, visuellement, ils auront une information comme quoi il y a des nouveaux documents qui sont arrivés pour en prendre connaissance et en tenir compte, évidemment, dans la prise en charge. Donc, si on passe à la suivante, voilà, ça. Ce qu'il y a à voir dans cette partie messagerie sécurité de santé, c'est bien qui doit traiter les messages, donc combien de services, combien d'organisations, combien de groupes, on va dire, parce que est-ce qu'on a des secrétariats de pôle, est-ce qu'on a des secrétariats de service, comment est-ce qu'aujourd'hui le courrier est traité pour voir, évidemment, en utilisant l'organisation, en partant de l'organisation initiale et de ce que permet ce traitement numérique, de se dire quelle est l'organisation optimale. Donc, les questions à se poser, c'est ça. Qui va traiter ces documents non intégrés? À quel rythme on va consulter ces boîtes organisationnelles? Parce que si on se dit, je ne veux pas trop d'automatisme, en réalité, il y a quand même, dans l'automatisme, on a une alerte immédiatement à partir du moment où le document est intégré dans le DPI, c'est immédiatement visible en fait avec cette notion de nouveau document. Voilà, et puis dans la partie dans tout ce qui restera des traitements manuels, donc là, j'ai mis quelques cas possibles de pourquoi ce traitement est manuel, donc on en a parlé, INS non qualifié par exemple. Derrière, ce qui va être important de définir, évidemment, c'est selon le cas, qu'est-ce qu'on fait du courrier? Parce qu'on n'a pas la pile, alors vous êtes très bien placé pour le savoir, aujourd'hui, il y a éventuellement une bannette avec une pile de courrier papier en attente et le médecin passe par là, voit la pile de courrier et va fouiller dedans s'il y a ce qu'il attend. Là, c'est pas la même chose puisque tout est dans une boîte mail, on ne le voit plus. On ne voit plus physiquement le courrier en attente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tout ce qui peut arriver ne soit pas perdu dans la nature, soit bien mis en visibilité des bonnes personnes? Ça va être parfois des boîtes personnelles des médecins et qui diront, on envoie tout dans cette boîte personnelle. Ça va parfois être une autre modalité. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser auxquelles chaque établissement peut répondre, voire chaque service selon son organisation. Si on avance,
Voilà. Et puis, bien sûr, faire connaître parce que tout ça fonctionne et voilà, recevoir des messages pour en recevoir, il faut qu'ils soient envoyés. Donc, confère Wagun, c'était un peu l'idée initiale. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où, dans un établissement, vous allez créer un certain nombre de boîtes aux lettres pour chaque service, par exemple, ben, pensez à bien faire connaître ces adresses quand il y a des rencontres avec vos partenaires extérieurs de territoire, du bassin de population, etc. Tous les en-têtes de courrier dans lesquels on va renseigner, mettre en évidence les adresses à laquelle les résultats ou les courriers doivent être communiqués, c'est important. Et l'annuaire santé, bien sûr, à mettre à jour. Mais enfin, ça apparaît sur quand on rattache et qu'on déclare les boîtes aux lettres au moment de leur création, qu'on les rattache à l'établissement. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là auxquels il faut penser pour qu'à la fin, ça fonctionne de la manière la plus fluide possible. Il y aura toujours, on le sait très bien, des cas un peu plus complexes que d'autres. Je vous propose, pour finir rapidement sur la Dreambox, avant de prendre les questions, si ça vous va. Voilà, donc le projet Dreambox, on peut mettre toute la diapo, voilà, merci. Le projet Dreambox, donc on l'a très rapidement évoqué tout à l'heure, c'est un nouvel outil qui n'existe pas en fait au moment où on se parle, qui n'existe pas en production, qui fera bientôt l'objet d'une publication d'un arrêté au sens Ségur du terme, pour déjà développer ce fameux réseau de partage d'images. Et donc l'idée, c'est que on a ces fameuses Dreambox réparties sur le territoire national et qui mettront en fait à disposition le lien vers les dossiers d'imagerie qui se trouvent dans les PACS un petit peu partout, que ce soit en établissement de santé ou en ville, hein, dans les cabinets d'imagerie, donc toutes structures confondues. Et donc, via ce maillage Dream, l'idée, c'est que dans les comptes rendus d'imagerie qui seront produits, dès lors que ce réseau-là sera en production, dans ces comptes rendus sera publié également un lien d'accès vers les examens qui seront à disposition quelque part depuis une Dreambox, donc quelque part dans un PAC sur le territoire national. À partir du moment où on peut cliquer où le professionnel cliquera sur ce lien disponible dans le compte-rendu, donc le compte-rendu, il peut le voir dans le DMP s'il y est, il peut l'avoir reçu par messagerie sécurisée de santé. À la fin, c'est la même chose, il clique sur le lien. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive sur ProSanté Connect si c'est pas identifié comme ça au départ. Et il va pouvoir accéder aux images qui sont liées à l'examen. Alors, deux cas possibles. Un, utilisation du viewer. Donc, la Dreambox met à disposition un viewer pour les professionnels. Donc, ça peut être pour un médecin généraliste en ville. Ça va être aussi pour le patient qui aura lui-même son propre accès avec sa propre authentification qui n'est pas ProSanté Connect du coup. Et donc, là, il y aura une possibilité de visualisation du dossier d'image. Et puis l'autre, ça va être pour les professionnels plutôt côté radiologie, en tout cas ceux qui voudront visualiser directement les DICOM, voire même les télécharger, les récupérer dans leur propre PACS. Alors là, on a tout un sujet technique de réseau notamment, de bande passante, etc. Et puis de stockage après, des dossiers d'imagerie. Mais on a ces deux possibilités d'avoir uniquement le viewer, donc en version light, on va dire, et puis, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, et puis la version d'ICOM. Donc, c'est ça le côté Dreambox. Alors, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle existera l'année prochaine. Et du coup, ce sera alimenté petit à petit au fil de l'eau, puisqu'il n'y a pas de reprise d'antériorité. Et donc, dès lors que ces Dreambox existeront, les liens seront créés dans les comptes rendus et puis ça va monter en charge et en stock en fait d'images disponibles.
Et donc là, on va avoir un accès ProSanté Connect, donc il y aura vraiment un équipement des professionnels qui accéderont à ces images qui sera à vérifier. Alors, du coup, j'en ai fini moi pour cette partie. Je propose de remonter le fil des questions. Voilà. Je remonte trop loin. Deux webinaires. Ah oui, ça c'est un message de Manuela. Deux webinaires prévus par le 3 Rive les 7 et 14 novembre sur la qualification des INS. Donc, les liens seront publiés sur les sites des grades de toutes les régions. N'hésitez surtout pas à y aller. Au contraire, on vous encourage absolument. La notion d'équipe de soins, on l'a vu tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il y avait de nouvelles questions à ce sujet, non. Ah oui, alors Manuela, je suppose que dans le DMP, il y a RPPS du médecin traitant. Alors, il faut que le patient il ait déclaré dans le DMP que c'est son médecin traitant pour qu'on le retrouve le médecin traitant. Mais il va le retrouver en allant chercher sur l'annuaire santé en réalité. Par défaut, c'est le médecin administrateur défini côté CNAM, mais effectivement, le patient a la possibilité de le changer. Alors, quel est le lien vers… Ah oui, ben non, mais ça, pardon, le lien vers les webinaires, je l'ai déjà vu. La contractualisation sur le FINES, on l'a vu tout à l'heure. Concernant l'INS, faut-il mettre en place une vérification de l'INS transmise par un autre PS avant l'intégration dans le DPI? Alors, je relis la question. Concernant l'INS, faut-il mettre en place une vérification de l'INS transmise par un autre PS via un message MSS avant l'intégration dans le DPI? Est-ce que tu peux, Manuela, alors je ne sais pas qui c'est, Thomas, si tu peux activer les micros. Tu peux préciser cette question, Manuela, ou alors dans le chat? Attendez, je regarde si je peux juste… activer le micro. Ce serait plus facile. Et puis… C'est bon, je crois que ça a marché, Nolwenn. Merci. Voilà. Super, m'entendez? merci. Oui, c'est une question. Tu sais, dans le référentiel INS, il y a écrit quand on reçoit une INS transmise par un autre professionnel de santé, avant de l'intégrer, et si on ne connaît pas nous-mêmes cette INS, il faut faire appel au téléservice INSI de vérification de l'INS. Et donc, ma question, c'est est-ce que cette exigence du référentiel INS s'applique au cas des documents qui sont reçus par MSS? Tu reçois un document par MSS d'un autre professionnel de santé, il contient l'INS du patient. Donc, je pense que l'INS, elle est aussi dans les métadonnées. Moi, je ne suis pas informaticien, hein, mais je suppose qu'elle est dans ces métadonnées. Avant d'intégrer ce message dans le DPI, enfin, dans le dossier du patient, est-ce qu'il faut faire un appel au téléservice INSI de vérification ou pas? Dans ce cas particulier des documents reçus par MSS. Non, parce que il est rattaché uniquement s'il est aussi qualifié déjà dans le DPI. Ok, donc du coup, ce n'est pas utile, effectivement. Ouais, parfait, merci. De rien. Pensez-vous que le parc des éditeurs soit prêt à affronter autant de changements? Alors, on les accompagne aussi. On fait en sorte qu'ils soient prêts. Ils ont eu également toute une série de webinaires à leur intention, plus techniques pour le coup, hein, bien sûr, pour qu'ils puissent développer tout ça. Et c'est pas fini puisque on fera aussi une saison 2 après l'été, et notamment pour repréciser toutes les questions techniques qu'ils auraient, mais aussi avancer avec eux sur la bonne compréhension, comme on le fait en ce moment, de l'organisation, de ce que ça signifie en termes d'usage et de mise en place en établissement de santé notamment. Mais ils sont dessus, et on sait qu'on a déjà plusieurs éditeurs
qui commencent même à déposer les preuves. Alors, vous savez, dans le processus de référencement, ils doivent nous apporter un certain nombre de preuves pour qu'on valide qui répondent effectivement aux exigences. Et on a certains éditeurs qui ont déjà commencé à les déposer. Donc, leurs développements sont avancés. Et puis après, on a fait tous ces travaux avec eux. Donc, on s'est limité parce qu'on partait au départ de beaucoup plus gros que ça. Et on a réduit pour que justement ça puisse rentrer dans le cadre de ce que pouvaient faire les éditeurs en matière de développement de fonctionnalités dans leur logiciel. Et puis peut-être pour compléter Nolwenn par rapport à la vague 1, c'est vrai qu'on a introduit aussi une nouveauté on n'en parle pas là, mais que sont les pilotes. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du référencement qui est une mise à disposition, entre guillemets, de preuves à plat, l'enjeu derrière, c'est de s'assurer que ça fonctionne dans un environnement de production. Et donc, du coup, dans la vague 2, on introduit en fait une phase pilote où on exige des éditeurs qu'ils attestent du bon fonctionnement de leur solution en environnement de production en ayant déployé les fonctionnalités Ségur Vague 2 dans 3 établissements pilotes. Et donc, il faudra avoir le retour, effectivement, signer les 3 établissements pilotes qui attestent du fait que ça fonctionne pour ensuite pouvoir généraliser le déploiement à l'ensemble de leur clientèle. Alors, on a une question. Pourquoi faire peser la pression sur l'établissement, sur l'usage des normes, alors que cela s'adresse aux éditeurs? En fait, on demande aux éditeurs de respecter un certain nombre de normes. C'est tout ce qu'on leur demande justement dans le cadre du référencement, dans les exigences, pour le bénéfice de l'ensemble des professionnels et des patients d'ailleurs, puisqu'en fait, un des gros freins à tous ces partages et ces échanges de données, c'est justement l'absence ou le non-respect de normes existantes. Donc, c'est tout le sujet. Mais après, côté établissement, ça revient à installer les nouvelles versions et à les utiliser en réalité. Enfin, je schématise parce que c'est un peu plus lourd que ça. On sait très bien qu'il y a des phases de prise en main, de tests, etc. Hein. Il ne s'agit pas de minimiser cette partie-là. Mais c'est ça l'idée, c'est pas l'établissement qui développe les normes, hein, c'est vraiment les éditeurs qui développent, qui respectent les normes et qui font que du coup, d'un éditeur à l'autre, d'un professionnel à l'autre, de la ville à l'hôpital, au médico-social, eh ben, on arrive à avoir des échanges qui techniquement sont compatibles, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et les normes européennes, alors je vais vous répondre dans le chat sur la suite. Je propose, parce que vu l'heure, là on arrive à la fin, de laisser Inès. Oui, ça va être rapide. Du dispositif d'accompagnement. Voilà. Vous parlez du dispositif d'accompagnement et pendant qu'elle vous fait cette dernière partie, je vais répondre dans le chat et je vais vous mettre un lien vers un petit formulaire de satisfaction si vous pouvez avoir l'extrême amabilité d'y répondre. Ça nous permet, nous, d'ajuster notre dispositif pour la suite. Merci Nolwenn. Donc effectivement, en fait, là, le webinaire auquel vous assistez, il fait partie en fait d'un cycle de webinaires d'accompagnement des établissements de santé qui s'inscrit vraiment dans un objectif qui est le suivant. La vague 2, elle est en train d'être développée côté éditeur. Pour autant, il faut que les établissements de santé soient préparés à 2 égards. Le premier, c'est de comprendre en termes de fonctionnalité pour pouvoir être en capacité aussi du coup de challenger les éditeurs lorsqu'ils déploieront les fonctionnalités dans les établissements. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est pouvoir vous préparer en termes organisationnels et techniques, puisque quand bien même, effectivement, ce sont bien sur les éditeurs que portent les exigences, pour autant, il y a une adaptation des organisations sur certains sujets à anticiper. Et donc ça relève de l'établissement, ça ne relève pas de l'éditeur. Et donc, on souhaitait vraiment, nous, profiter de ce temps où les éditeurs sont vraiment occupés sur les évolutions logicielles pour préparer les établissements sur les chantiers, entre guillemets, qui les incombent, pour que lorsque les fonctionnalités elles seront prêtes à être déployées, eh bien, les établissements seront prêts également à les accueillir dans les meilleures conditions. Et donc, on a identifié un certain nombre de webinaires, des webinaires plutôt d'ordre technique, d'autres plutôt d'ordre organisationnel et d'autres plutôt d'ordre sensibilisation, communication. Et donc, en fait, on essaye, entre guillemets, d'outiller les établissements en leur proposant un certain nombre de services d'accompagnement autour de ces 3 dimensions. Et un des services prend la forme des webinaires. Et donc, le webinaire, aujourd'hui, fait partie
de la famille de services webinaires cycle 1, vague 2. Donc, voilà, on adresse certes les établissements qui seront bénéficiaires des évolutions logicielles, mais on souhaitait aussi vous mettre en visibilité que pour que ça fonctionne, il faut qu'aussi les éditeurs en face comprennent bien les exigences en fait, qu'on leur a posées pour qu'ils puissent bien impacter ces exigences dans les spécificités de leurs solutions. Et donc, à côté de ça, on a aussi un dispositif d'accompagnement des éditeurs qui peuvent du coup nous mobiliser et notamment les experts de l'ANS, notamment au niveau de l'interopérabilité par exemple, pour poser leurs questions et être certains qu'ils aillent bien dans le bon sens lorsqu'il faudra, ils sont déjà en train de le faire, mais développer leurs solutions. Et bien entendu, on accompagne aussi les régions qui sont vos partenaires, vos acteurs, entre guillemets, vos relais de proximité que vous devez mobiliser en première intention. Donc, les agences régionales de santé, les GRAD et les CEPAM qui interviennent sur le déploiement du Ségur en région et qui peuvent aussi être mobilisés pour vous accompagner dès lors que vous avez des questions, rencontrez des problématiques. Et donc, ces régions-là, il faut aussi qu'elles montent en compétence sur le sujet Ségur Vague 2 et donc, on prévoit aussi de travailler avec elles sur cette partie-là. Donc, voilà, un dispositif d'accompagnement complet pour être sûr qu'on n'oublie personne et surtout pour s'inscrire vraiment dans une logique de pédagogie, de proximité et d'écoute du terrain pour pouvoir du coup adapter aussi nos dispositifs en fonction des problématiques terrain rencontrées. Donc là, on vient de commencer, entre guillemets, on a fini le cycle 1. Donc le cycle 1, on va dire, c'était plutôt le cycle découverte du contenu. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les cycles de webinaire, l'idée, c'est de prendre connaissance de vos documents, de prendre connaissance des retours des régions pour pouvoir proposer, cranter à chaque fois un petit peu plus loin et proposer des produits d'accompagnement qui vont venir toucher vraiment les points de difficulté que vous rencontrez et pouvoir en échanger avec eux, avec vous des plans d'action où vous apportez des solutions qui pourront prendre plusieurs formes, donc des corpus documentaires, des webinaires, potentiellement des groupes de travail. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on se donne aussi la possibilité de faire de manière très modulaire. Donc, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, là, en termes de service, donc là, on s'inscrit dans le service webinaire. Donc, des webinaires généralistes, comme on l'a fait aujourd'hui avec vous. Et quand on a démarré aussi le cycle 1, c'était plutôt un webinaire généraliste découverte. On fait également des webinaires thématiques où là, vous avez vu qu'on allait un petit peu rapidement sur le DMP, sur la MSS, mais je vous mettrai les liens, dans la slide suivante, on a tous les replays. On est allé adresser chacun des thèmes pour aller un petit peu plus en profondeur sur les enjeux fonctionnels que je vous ai présentés en démarrage de webinaire. On se donne la possibilité de vous mettre en relation aussi avec les experts. On pourra également organiser des groupes de travail si on sent que sur le terrain, voilà, il y a des points qui sont difficilement atteignables. Et donc, l'idée, c'est qu'on construise avec vous aussi sur certains thèmes qui semblent compliqués. On vient bien entendu travailler avec les régions pour voir si on a besoin aussi d'intervenir en région, aux côtés des régions, pour adresser des collectifs tels que des collèges de DSIO ou des instances qui regroupent par exemple les présidences de CME. Voilà. Et enfin, on souhaite également, important pour nous aussi, aller sur le terrain. Parce que ce qu'on construit, c'est quelque chose qui doit servir sur le terrain. C'est pas de la théorie, c'est vraiment, on souhaite qu'il y ait une valeur ajoutée, comme le présentait Clara. Et donc, cette valeur ajoutée, elle ne peut être appréciée aussi de notre point de vue que si aussi on vient éprouver ce qu'on vous propose sur le terrain. Et donc ça, ça passe par des échanges concrets avec les établissements, avec les professionnels de santé et avec les régions. Et en conclusion, on souhaitait vous dire, j'en ai parlé, j'en ai dit 2 mots, mais on lance en parallèle, maintenant ça date depuis avril, une expérimentation autour de la consultation des documents de mon espace santé par les établissements de santé. Donc, c'est une expérimentation qui englobe 19 établissements de santé qu'on remercie, répartis sur 7 régions qu'on remercie aussi. Et l'objectif vraiment de cette expérimentation, c'est de venir identifier les premiers usages de la consultation, mais sous un angle purement organisationnel. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la consultation, elle peut se faire que depuis le WebPSDMP,
puisque les fonctionnalités de consultation depuis le dossier patient informatisé, elles vont venir, mais elles ne sont pas encore prêtes, puisque les éditeurs travaillent dessus. Pour autant, on sait qu'il y a un grand enjeu organisationnel. Vous l'avez vu, hein, on l'a martelé pendant toute la durée du webinaire. Et donc, on souhaite venir instruire ces enjeux organisationnels à travers l'expérimentation et donc les retours d'expérience que nous font au fil de l'eau les 19 établissements pilotes pour qu'en sortie d'expérimentation, on puisse vous fournir des kits de déploiement alimentés par ces retours d'expérience des 19 pilotes qui sont embarqués dans cette expérimentation. Donc, il y a eu un premier ex intermédiaire qui s'est déroulé le 9 juillet. Le replay et le support sont en ligne sur le site de l'ANS. Je vous invite à le consulter. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'enseignements. Et on aura un webinaire final qui sera organisé courant novembre, pour lequel on n'a pas encore fixé la date. Mais voilà, dès qu'elle sera fixée, on communiquera aux régions pour qu'elles puissent communiquer aux établissements et on mettra la date aussi sur le site de l'ANS. Et enfin, du coup, là, on vous a mis effectivement l'ensemble des webinaires qui ont constitué le cycle 1 webinaire vague 2 Ségur Hôpital. Donc, on a adressé plus en détail les fonctionnalités autour de la Dreambox, autour de la consultation de mon espace santé et en particulier, on a fait un focus plus particulier sur le mode R simplifié. On a adressé aussi ce que vous a décrit Nolwenn, tout le sujet autour de la messagerie sécurisée de santé. Et on s'arrête là pour l'été et on reprendra le cycle 2 webinaire accompagnement des établissements de santé à la vague 2 du Ségur à partir de la rentrée le 10 septembre à 16h avec un webinaire généraliste à nouveau qui rappellera tous les enjeux et on ira peut-être un peu plus loin sur la partie administrative du SONS, ce qu'on n'a pas adressé aujourd'hui, hein, mais voilà. Partie administrative, ça concerne surtout les éditeurs, mais on trouvait que c'était aussi quand même intéressant que les établissements de santé puissent savoir de quoi il s'agit. Et après, on repartira dans des webinaires thématiques qui adressent des sujets plus spécifiques dès lors qu'on identifie des points durs à résorber suite au retour des établissements. Et donc, on vous invite à consulter donc, la page Agence numérique en santé régulièrement des webinaires où en fait on met à jour régulièrement et suffisamment en avance de phase les dates des webinaires à venir sur ce sujet-là. Voilà, on a fini avec 10 minutes de retard, mais bon, c'est vrai que le webinaire était riche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions-réponses. Non, pas d'autres questions. Je viens de mettre une petite information rectificative dans le chat par rapport au certificat. Et du coup, pas d'autres questions. Donc, il nous reste à vous remercier pour votre écoute attentive et patiente sur l'ensemble de ce webinaire qui, j'espère, ne vous a pas trop fait peur. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question qui pourrait se poser, tout besoin d'assistance. Sachez aussi que nous nous déplaçons avec plaisir dans les établissements de santé pour rencontrer les professionnels, confronter les organisations, il n'y a aucun sujet. Donc, n'hésitez pas également à nous recontacter. Alors, je vais juste dire un petit message par rapport à la notion de contractualisation et la notion de certificat. Les certificats, ce qu'on appelle certificats, ce sont des moyens d'identification électronique à l'échelle d'une organisation, donc par exemple pour un établissement de santé, et quel que soit leur usage, dans le cadre de ce qu'on a cité ici, ils se font sur la base d'un contrat avec l'Agence du numérique en santé, ils se retirent sur une plateforme unique. À ne pas confondre avec le contrat à passer avec l'assurance maladie pour utiliser le mode R qui nécessite par ailleurs que l'éditeur ait lui-même fait des démarches, mais ça le regarde, c'est le sujet de l'éditeur, dans le cadre de son développement pour son homologation auprès du GIE Cesen Vital, mais ça n'est pas du tout le circuit que prennent les établissements. Les établissements, ils ont un contrat à passer avec l'assurance maladie sur lequel, en fait, ils s'engagent sur l'organisation interne, la notion de RPPS, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est tout. Sur la partie certificat, tout se fait côté agence du numérique en santé. Voilà. Et bien, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et de bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt.
en espérant qu'elles seront reposantes pour vous tous. Oui, je me permets parce que j'ai pas mal de questions sur les webinaires qui ne sont pas en replay. Alors, allez en bas de la page parce que je sais que peut-être vous attendez à avoir le support juste en dessous du replay, mais en fait, il faut aller jusqu'en bas de la page pour récupérer le support. Donc, c'est peut-être pour ça, effectivement, que vous ne l'avez pas vu, mais normalement, celui du 9 juillet, enfin, Thomas, tu me contredis si je dis des bêtises, mais celui du 9 est Ouais, bien là. le 9, on l'a. Le 4 juillet, j'ai eu un souci. Il est très, très lourd. Du coup, j'ai pas réussi à l'uploader pour le moment. D'accord. Je suis en train de régler le problème. Voilà. Ah, ouais, ok. Et ben voilà, donc ça va se régler, mais en tout cas, d'ici demain, le 4, j'espère, sera présent. La personne qui dit le téléchargement ne fonctionne pas, page blanche, c'est pour lequel le 9 juillet. N'hésitez pas à répondre dans le chat et puis Oui, d'accord, ok. Bon, bah on va vérifier de notre côté. Pourtant, il est pas si lourd que ça, celui du 9, il me semble, mais on va regarder. Ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on s'efforce de tout mettre en place proprement avant d'ici demain pour que vous ayez tout le corpus qui vous intéresse. Merci beaucoup. Bonnes vacances à vous. Au revoir. Au revoir.